Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce dernier journal de la semaine. Sans plus tarder, les titres de l'actualité de ce dimanche 10 novembre. Nous ouvrirons cette édition au Sables d'Olonne où nous retrouverons nos envoyés spéciaux. Ils nous feront vivre le grand départ du 10e Vendée Globe, ce tour du monde à la voile en solitaire, avec un focus particulier sur Boris Herrmann, le skipper soutenu par le Yacht Club de Monaco. Toujours en sport, le cross du Larvoto avait lieu ce matin. Une de nos équipes était sur la ligne de départ pour suivre les 560 participants. Nous reviendrons également sur la soirée de gala du club Viva Nova au profit de l'association Écoute Cancer et Confort et de Fightheads Monaco. Des causes sérieuses qui n'empêchent pas, vous le verrez, le divertissement. Et puis nous recevrons Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel, livrera l'intrigue du film Close Up, projeté dans les prochains jours au Théâtre des Variétés. C'est le jour J pour les 40 concurrents du Vendée Globe. Ils ont pris le large cet après-midi à 13h02 précisément depuis les Sables d'Olonne pour une aventure hors norme. Un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance qui a démarré par petit temps et sous l'acclamation du public. Un moment rempli d'émotions, Christophe Paco. Oui, émotion, appréhension et puis ambition pour tous ces skippers, bien sûr 40 marins, 40 aventuriers, dont 6 femmes bien sûr. Et puis souvenez-vous, depuis 48 heures sur Monaco Info, on était là aux côtés du Malicia Sea Explorer avec bien sûr Boris Herrmann, le skipper, avec Pierre Casiraghi qui était le dernier à jeter à l'eau, comme prévu aujourd'hui ici au large des Sables d'Olonne et avec Monseigneur le Prince Souverain. Beaucoup, vous l'avez dit, attendaient ce départ avec impatience et Boris Herrmann, comme tous les autres marins, s'est levé très tôt ce matin pour venir jusqu'à nous ici sur les quais des Sables d'Olonne. J'ai bien dormi, on a pris un moment calme ce matin, chatter avec les autres skippers dans le parking ou attendre de faire notre petite chicane ici et c'est super chouette, les petites embrassades, les petites clins d'œil entre les skippers. On se fait des petites blagues un sur l'autre. Donc ce sont des moments chouettes. C'est vraiment une ambiance, une énergie dans l'air ici et c'est super d'être ici. Ambiance incroyable ce matin au départ ici au Sables d'Olonne avec plus de 500 000 personnes à terre, plus de 20 000 spectateurs en bateau pour encourager évidemment les 40 aventuriers de ce Vendée Globe 2024, le 10e du nom. Affluence record. Un temps, on l'a vu, avec un départ sous petit pavillon, sous petite voile, mais bien sûr, des marins qui étaient tous heureux de partir, de quitter cette terre ferme pour 2 mois et demi, ou peut-être plus, bien sûr, à commencer par un des anciens, Arnaud Boissière, pas moins de 5 Vendée Globe maintenant au compteur, et la petite dernière, Violette d'Orange, qui va partir donc à 23 ans pour une immense traversée. Faire un tour du monde, c'est pas anodin, c'est jamais facile et on va larguer les amarres, on va quitter beaucoup de choses à terre, mais on va gagner beaucoup de choses en mer, voir des trucs extraordinaires et le partager, c'est hyper important. Et c'est magnifique, quoi. Je crois que cette capacité à rassembler les gens, c'est quand même beau à voir, donc c'est génial. On te revoit dans 2 mois et demi alors. Je sais pas dans combien de temps, mais voilà, tant que je suis bien en mer, j'y reste. Les gens me connaissent, ils connaissent le capitaine Crochet aussi, donc voilà, je pense que ça va être vraiment une belle fête sur ce chenal. Moi, je suis pas là pour la victoire, je suis là pour l'aventure surtout. Donc ce trophée, oui, bien sûr, c'est un symbole du Vendée Globe. Je vais pouvoir peut-être le toucher, mais moi, ce qui compte, c'est surtout ce que je vais vivre en mer. Et ça restera très certainement l'une des images de ce début de compétition, de ce Vendée Globe 2024. Oui, cette histoire de couple entre Clarisse Kremer et Tanguy le Turquet qui ont dû laisser leur petite fille qui va avoir 2 ans à quai aujourd'hui avant de prendre la mer bien sûr. On les retrouve juste avant le départ. Aujourd'hui, c'est des mixed feelings, comme disent les Anglais, avec beaucoup de joie d'être là au départ. C'est un truc pour lequel on a travaillé avec toute l'équipe. C'est une grande victoire et en même temps, forcément, mon petit cœur de maman saigne de dire au revoir, mais c'est quelque chose pour lequel on s'est préparé en famille depuis longtemps, donc c'est quelque chose qu'on a choisi. On va aller écrire une belle histoire qu'on pourra lui raconter et qui l'accompagnera en grandissant. J'ai dit au revoir à Clarisse tout à l'heure, elle est juste à côté de moi au ponton et ouais, c'est une sacrée émotion. On a beaucoup de chance, C'est unique de pouvoir faire le Vendée Globe une fois dans sa vie. Là, on est tous les deux à être au départ, c'est génial. On savoure, on dit merci. Vous allez vous retrouver pour Noël ou pour le 31 sur les mers avec madame? J'espère que je serai loin devant. Ou elle. Non, normalement on sera pas côte à côte à ce moment-là. On verra. C'est fou ça, entre les deux. Ouais, on est des compétiteurs, que le meilleur gagne.
Clarisse et Tanguy qui ont encore dû tenter de s'apercevoir au milieu des centaines de bateaux venus accompagner les skippers au moment de quitter les côtes vendéennes. On leur souhaite bon vent, comme à tous les aventuriers des mers, et du plaisir dans cette traversée passionnante. Les meilleurs d'entre eux devraient arriver à la fin du mois de janvier 2025 et poursuivre en temps réel les positions de chacun. Ça se passe sur le site du Vendée Globe. Sur la terre ferme, les joueurs de l'AS Monaco FC ont triomphé à Strasbourg hier en Ligue 1, score final 3-1. Les Rouges et Blancs sont définitivement sur une bonne lancée puisqu'ils avaient déjà remporté leur match cette semaine face à Bologne. Avec cette nouvelle victoire, l'ASM retrouve la 2e place du championnat. Toujours dans le registre du dépassement de soi, avait lieu ce matin le traditionnel cross du Larvoto organisé par l'ASM Athlétisme. 560 participants. Et c'est un record, ont couru les 5 km de tracé sous le ciel bleu. Gaëtan Lebrun et Lionel Bernardi étaient sur la ligne de départ. C'est un record, près de 560 coureurs répartis dans 6 catégories différentes ont pris place ce matin sur la ligne de départ du 47e cross du Larvoto. 4 tours de 1250 mètres pour un total de 5 km avec un passage sur le sable. C'est ce qui attendait les plus courageux ce dimanche matin. Coureurs amateurs, coureurs professionnels et même associations étaient présents pour cette 47e édition avec un objectif commun, se surpasser. L'intérêt de ce cross, c'est qu'il est bien situé par rapport au calendrier des autres crosses. Il est proche de l'Italie, donc on a beaucoup de concurrents italiens, donc ça relève un petit peu le niveau. L'autre intérêt, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est des infrastructures qui permettent vraiment facilement de stationner. Ça permet au public et aux parents de regarder les passages. À chaque tour, ils peuvent voir passer les coureurs. La caractéristique de ce cross, c'est le passage sur le sable, qui est très difficile parce que ça casse un peu les jambes et puis il faut relancer après. Une 47e édition qui a été remportée chez les adultes par le jeune Italien de 16 ans Gabriele Ferrara, spécialiste du triathlon et membre de Triathlon Monaco. Il a remporté l'épreuve pour sa 3e participation consécutive au cross du Larvoto et sa première dans la catégorie adulte. Per me l'atletica è importante anche perché io faccio triathlon e questa gara l'ho fatta per divertimento e per passare una bella giornata. È stata una gara bellissima, molto dura. Une nouvelle édition sous le soleil qui a permis aux habitués de préparer au mieux les championnats du monde de cross qui se dérouleront en début d'année. Elles se battent contre la maladie au quotidien et ont brillé hier soir au cours du gala organisé par le club Viva Nova au profit d'Écoute Cancer et de Fight Aids Monaco. Les personnes suivies par les 2 associations ont porté fièrement lors de cette soirée les créations Alter de Pauline Ducruet. Retour en images avec Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Ce samedi soir, le club Viva Nova du Fairmont Hotel a accueilli la soirée de gala de l'association monégasque Écoute Cancer et Confort en collaboration avec la fondation Fight Aids Monaco qui fête ses 20 ans. La soirée caritative a commencé par un dîner de gala assuré par le chef du Fairmont Hotel avant le célèbre défilé de mode et la tombola organisée en 2e partie de soirée afin de soutenir les 2 causes. C'est une opportunité, on ne l'a pas calculé, c'est vrai que ça s'inscrit dans le cadre des 20 ans de Fight Aids Monaco. Ça conclut cette année d'anniversaire, mais il y a encore d'autres événements comme le déploiement notamment des courtes pointes le 29 novembre. Mais c'est vrai que c'est une fabuleuse soirée. Au-delà de ce que vous pouvez voir, au-delà de la mise en confiance, au-delà de ce que ça offre à nos affiliés de pouvoir défiler, d'être mis en valeur de cette manière, c'est aussi une belle soirée pour collecter des fonds au profit de nos 2 associations, que ce soit Écoute Cancer et Confort et Fight Aids Monaco. Donc voilà, c'est une magie qui est rassemblée autant pour la mise en valeur que pour la collecte de fonds. Donc c'est une belle façon effectivement de fêter ces 20 ans pour nous. Le clou de la soirée était sans conteste le défilé. 20 mannequins dont 10 personnes accompagnées par Écoute Cancer et Confort et 10 personnes accompagnées par Fight Aids Monaco ont défilé tout au long de la soirée à travers plusieurs tenues, toutes pensées et réalisées par Pauline Ducruet et sa marque Alter. Chaque année on organise ce défilé et chaque année c'est beaucoup d'émotions de voir ces femmes et ces hommes qui se battent tous les jours contre les stigmas, contre la maladie et de les voir avec le sourire comme ça, c'est juste magnifique. Et en fait c'est un événement qui est particulier, qu'on aime beaucoup parce que c'est la 2e fois nous qu'Écoute Cancer et Confort le fait.
Et le but, c'est vraiment juste avant le repas, de pouvoir faire ce défilé de façon à sensibiliser justement les personnes présentes sur tout ce qui est maladie, donc le cancer, le VIH. C'est important de sensibiliser le public parce que on sait à quel point ce sont des maladies qui impactent et qui changent le quotidien. Sans oublier les invités, plusieurs centaines de personnes ont répondu présents et ont marqué cette soirée par leur soutien et leur bonne humeur. C'est l'actualité principale de la semaine de l'autre côté de l'Atlantique. Donald Trump s'apprête à faire son retour à la Maison-Blanche après avoir remporté l'élection américaine face à la démocrate Kamala Harris. Quels principaux enseignements peut-on tirer de ce scrutin? Réponse avec Dominique Simonet, le spécialiste des questions internationales, est interrogé par Patricia Navarro. Bonsoir Dominique Simonet. Bonsoir. Alors on s'attendait à des résultats très tardifs et puis finalement la victoire de Donald Trump a été proclamée dès le début de la matinée. Comment expliquer, alors les sondages se trompent parfois, souvent, mais comment expliquer cette victoire aussi marquée ? Écoutez, on a tous été très surpris effectivement d'abord de voir Donald Trump réaliser un grand chelem avec les États clés, une victoire incontestable sur le plan des grands électeurs, mais aussi le vote populaire, c'est-à-dire le vote national, ce qui était absolument pas envisagé par les sondeurs, et sans doute le Congrès, en tout cas le Sénat, et visiblement peut-être la Chambre. Donc c'est une surprise. Et la victoire de Trump, c'est donc l'échec de Biden et de facto de Kamala Harris, ou cela va plus loin? Écoutez, il y a sans doute plusieurs facteurs, il faudra du temps pour l'analyser, mais je pense que s'exprime dans la société américaine un besoin d'autorité, d'une certaine manière. On voit malgré tout, j'entendais moi un certain nombre d'électeurs, je veux dire, ils ont voté pour un vrai homme qui les comprend, qui ne les méprise pas, qui les protège, en tout cas le croit-il, qui leur redonne du pouvoir d'achat, priorité absolue de tous les électeurs, et ils ont choisi ce personnage plutôt qu'une maman bienveillante, mais dont on ne sait pas bien quel était son projet, et voilà, c'est un choix que je résume de manière assez simpliste, mais ça joue beaucoup, je pense, dans le choix des électeurs. Ce retour gagnant de Donald Trump, il n'est pas inédit, car avant lui, un autre président, Grover Cleveland, avait obtenu les mêmes résultats, mais c'était au 19e siècle. Mais c'est vrai que c'est assez spectaculaire, compte tenu de tout ce qui a émaillé les derniers mois, les procès notamment. On pourrait parler aussi de son âge, 78 ans, ça aurait pu être rédhibitoire, mais non. Non, et d'ailleurs Donald Trump pourra se prévaloir d'avoir fait 3 mandats, puisqu'il ne démord pas de l'idée qu'il avait été vraiment élu en 2020 à la place de Joe Biden. Oui, c'est assez inédit. Ça montre quand même qu'il y a une sensibilité de la société américaine à des discours disons que je qualifierais moi de populiste, c'est-à-dire Donald Trump a quand même décrit la situation du pays comme étant catastrophique, ce qu'elle n'est pas. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ont effectivement des vrais problèmes de fin de mois, de vie, mais elle n'est pas aussi catastrophique que Donald Trump l'a présenté. Mais bon, ça a été une des techniques pour se présenter comme étant l'homme providentiel et celui qui allait rétablir la situation. Mais c'est vrai aussi que il y a cette illusion, il y a ce fantasme que Donald Trump a bien cultivé avec les réseaux sociaux, avec les fake news, avec ses mensonges, avec ses outrances. Mais il y a aussi une réalité quand même d'une certaine fraction de l'Amérique qui se sent oubliée en fait, oubliée par les institutions, oubliée par Washington, et qui n'a pas l'impression d'être reconnue en tant que telle. Je pense que les démocrates n'ont pas
assez écouter ces gens-là qui sont proches pourtant qui étaient proches des préoccupations sociales traditionnellement de la gauche à Donald Trump. Oui, d'ailleurs, toutes ces données que vous évoquez, elles se reflètent parfaitement sur la carte des États qui ont voté Donald Trump, à l'inverse de ceux qui ont voté pour Kamala Harris. Alors, aux États-Unis, le président élu n'entre réellement en fonction qu'au mois de janvier. Mais à quoi peut-on s'attendre? Ce n'est pas de la politique fiction, mais à quoi peut-on s'attendre rapidement, notamment dans les relations internationales, avec les positions de Trump? Alors, je pense à la guerre en Ukraine et ses rapports avec Vladimir Poutine et puis Zelensky qui vient de le féliciter, ou bien encore le Proche-Orient. On l'a vu, Benjamin Netanyahou s'est rapidement réjoui de la victoire de Donald Trump. Oui, alors Donald Trump va prendre des mesures qu'il a annoncées d'abord sur le plan intérieur. Il a dit qu'il allait faire des purges dans l'administration, qu'il allait envoyer l'armée contre les migrants, en tout cas les repousser, qu'il allait prendre des mesures assez autoritaires et extrêmement dures. Sur le plan international, on voit bien la position de l'Ukraine aujourd'hui. Donald Trump n'a pas caché qu'il voulait régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a déjà discuté, on le sait, avec Vladimir Poutine pour en fait dépecer l'Ukraine, laisser le Donbass, la Crimée, les territoires conquis par les Russes, les laisser à Vladimir Poutine et essayer d'instaurer un régime de neutralité avec interdiction pour les Ukrainiens de rentrer dans l'Union européenne ou de rentrer dans l'OTAN. Il faut encore que les Ukrainiens soient d'accord, ce qui m'étonnerait quand même. Quant au conflit au Proche-Orient, c'est vrai que Donald Trump s'entend mieux avec Netanyahou que Joe Biden ou Kamala Harris. Là aussi, il veut régler le problème, mais bon, il y a des roquettes tous les jours qui tombent sur Israël depuis le nord, depuis le sud, depuis l'Iran. Il y a cette situation intenable à Gaza. Il y a 3 peuples qui souffrent, les Gazaouis, les Libanais, les Israéliens aussi, avec ces otages qui sont dans des situations atroces et abominables depuis des mois. Donc, cette situation, les démocrates voulaient essayer par la diplomatie de la résoudre. Est-ce que Donald Trump sera plus efficace? Les Israéliens ont l'air assez contents de ce choix. On verra bien, mais il faut compter avec les organisations terroristes comme le Hamas et le Hezbollah qui, elles ne négocient pas et sont pas forcément d'accord pour participer à quelque chose qui ressemblerait à un cessez-le-feu. Merci Dominique Simonet de nous avoir apporté votre regard toujours très avisé après cette victoire donc, de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Merci à vous. Ouvrons à présent une page musicale avec d'abord ce concert exceptionnel donné hier soir en la cathédrale de Monaco et auquel de nombreuses personnalités ont assisté. La Fondation Prince-Pierre a invité l'ensemble vocal estonien Vox Clamantis pour un moment hors du temps, comme vous allez le voir, mais surtout l'entendre dans ce reportage de José Sacré et Hugo Comasa. Signe du temps a cappella, tel était le titre de concert spirituel proposé à la cathédrale de Monaco samedi 9 novembre par la Fondation Prince-Pierre de Monaco pour la création contemporaine, un concert exceptionnel. C'est exceptionnel pour 3 raisons en fait. D'une part parce qu'il marque l'année au cours de laquelle la Fondation Prince-Pierre met à l'honneur davantage la musique. C'est le prix où on donne le Grand Prix musical, l'année où on donne le Grand Prix musical. Il est exceptionnel parce qu'il y a une création mondiale. Ce soir, les gens qui viennent, qui sont en train de rentrer, pourront assister à une création mondiale. 4 psalmen, 4 psaumes du compositeur ukrainien Valentin Sylvestrov sur une commande de la Fondation Prince-Pierre dédiée à Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre. La troisième, c'est que cette création est portée par, effectivement, l'excellentissime chœur Vox Clamantis dirigé par Yanaï Tulve. L'ensemble Vox Clamantis, créé en 1996, regroupe des musiciens très divers, chanteurs, compositeurs, instrumentistes, chefs de chœur et chefs d'orchestre, qu'unit leur passion commune pour le plain chant.
En parallèle à celui-ci, considéré comme la base de toute la musique savante européenne, Vox Clamantis chante également la polyphonie médiévale ou encore la musique contemporaine, comme c'était le cas dans ce concert, avec des œuvres d'Elena Tulve et du célèbre compositeur estonien Arvo Pärt, qui fut membre du conseil musical de la Fondation Prince-Pierre de Monaco de 2003 à 2011. Le concert s'est terminé par la création mondiale des 4 psaumes du compositeur ukrainien Valentin Sylvestrov, œuvre commandée par la Fondation Prince-Pierre de Monaco, dédiée à Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre. Eux aussi donnent de la voix. Les petits chanteurs de Monaco ont entre 9 et 15 ans et étaient en déplacement en Tunisie il y a quelques jours. Ce chœur de garçons appartenant à la maîtrise de la cathédrale de Monaco, que nous venons d'apercevoir, a travaillé en collaboration avec la fondation Hasdrubal. À leur retour en principauté, Alban Gingembre et Olivier Bonello ont recueilli leurs impressions sur cette expérience unique. Ils ont l'habitude de voyager aux 4 coins du monde pour faire rayonner la principauté à travers leur voix. Les petits chanteurs de Monaco étaient en Tunisie pour un stage musical avec au programme 2 concerts. L'un à la cathédrale de Tunis et le deuxième à Hasdrubal Hall directement sur notre hôtel. C'est un très beau projet de coopération culturelle entre les petits chanteurs de Monaco et des jeunes Tunisiens qui font des études dans les conservatoires. Pendant une semaine, les petits chanteurs de Monaco ont enchaîné les répétitions avec un rythme assez soutenu pour assurer la tournée en cours. On en a eu 4 en une journée. On travaille à la musique pour la tournée de concert 2025. J'ai adoré travailler, collaborer avec des étudiants tunisiens, d'autres musiciens qui sont super gentils. La cathédrale m'a plu parce qu'elle résonnait, était grande. Je retiens beaucoup de belles choses, notamment le chant, les répétitions, ce qui est quand même le primordial de ce stage. On a étudié beaucoup de nouveaux chants, notamment le dentot, la messe de forêt. On a fignolé également la messe de Mendelssohn. On a fait beaucoup de différents chants. Le rythme était intense pour pouvoir être à la perfection, pour pouvoir que la tournée de concert soit parfaite. Un partenariat va prochainement être signé avec la fondation Hasdrubal pour intégrer les petits chanteurs de Monaco. Et en attendant leur prochain voyage, ils se préparent pour la fête nationale. L'intrigue est basée sur des faits réels. Le film Close-Up retrace l'histoire d'un jeune homme chômeur, cinéphile en Iran, emprisonné après avoir tenté d'escroquer une famille de la bourgeoisie de Téhéran. Ce procès dramatique, sorti en 1990, sera diffusé mardi prochain au Théâtre des Variétés. Pour en parler plus en détail, Fabien Bonilla s'est entretenu avec Vincent Vatrican. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, le film dont on va parler, c'est Close-Up. C'est un film iranien de 1990. C'est un film quand même très original. C'est une expérience de cinéma unique. C'est un docu-fiction ? C'est un docu-fiction. Je vais essayer quand même de raconter de quoi il s'agit. Mais vraiment, j'invite les gens à voir ce film parce qu'ils en sortiront vraiment stupéfaits, ébahi par justement le pouvoir du cinéma. Au départ, il y a un fait divers paru dans les journaux. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Un jeune homme chômeur, mais cinéphile, un peu cinéphile en Iran, se fait passer pour un cinéaste qui existe, non, un cinéaste connu, qui s'appelle Mohsen Makhmalbaf, réalisateur d'un film qui s'appelait Le Cycliste, bon, qui a fait un peu parler de lui, etc. Et il se fait passer, pour lui, voilà, il se fait passer auprès d'une famille pour ce cinéaste, arrive à s'inviter chez eux avec l'idée qu'il va tourner un film avec eux. Et au dernier moment, le fils de la famille
voilà, trouve la supercherie et il dénonce à la police. Et il est arrêté et son procès commence. Et à ce moment-là, Kiarostami, qui découvre ce fait divers dans les journaux, se dit cette histoire m'intéresse, j'aimerais bien comprendre quelle était la motivation de cet individu. Parce que cet individu, justement, est un fan de cinéma. Hein, c'est quelqu'un est un fan de cinéma. C'est sans doute ce qui a intéressé Kiarostami pour essayer de découvrir la vraie personnalité de cet individu. Et donc, fait les démarches nécessaires pour avoir l'autorisation de filmer son procès. Et puis il donne une image aussi, il montre une image de l'Iran qui n'est pas celle que l'on imagine, nous, occidentaux, notamment dans les années 90 quand est sorti le film, par exemple. Oui, puisque ce qui est très beau dans le film, c'est évidemment la voix de Kiarostami qui essaye de comprendre la souffrance de cet homme. Le film n'est pas juste l'histoire d'un intrus qui est démasqué. Oui. J'allais dire, ça c'est... C'est pas un petit escroc c'est le close-up, c'est le gimmick pour le film. Lui, au contraire, il essaye de le faire parler, il essaye de savoir si... il regrette ce geste. Voilà, c'est ces moments-là dans le film où justement on est, pour rester dans la thématique, dans le sens de cette traversée des apparences. L'apparence, c'est le procès, mais derrière, il y a de l'humain, et c'est ça que Kiarostami va chercher avec sa caméra. Non, je crois que vous l'avez compris, il faut absolument aller voir Close Up, donc on est bien d'accord. Film indispensable. Merci Vincent. Merci Fabien. برداشت یک پلان یک دادگستری 18/8/68. ما قراره که فیلم برداری کنیم از این. خواستیم ببینیم که راضی هستی فیلم بگیریم از این دادگاه یا نه. نه. Voilà pour les premiers extraits. Pour en découvrir davantage, rendez-vous donc le 12 novembre à 19h au Théâtre des Variétés. Passons à vos prévisions météo avec Gaëtan Lebrun. Bonsoir Gaëtan. Le soleil sera-t-il toujours au rendez-vous pour le début de la semaine ? Et oui Sarah, c'est le retour du beau temps en ce début de semaine. Il fera plein soleil demain sur le Rocher avec des températures qui varieront entre 10 degrés le matin et 17 l'après-midi. L'occasion parfaite de bien commencer la semaine. Et n'oubliez pas, demain nous fêterons la Saint-Martin et nos amis français eux fêteront l'armistice. Merci Gaëtan. Oui, et on rappelle que les bureaux de poste seront fermés. C'est la fin de ce journal. Vous retrouverez à la présentation demain Émilie Rousseau. Ne manquez pas également la sortie d'un nouveau podcast ce lundi. Jean-Philippe Vinci sera au micro de Geneviève Berthy. Le nouveau directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports évoquera les thèmes qui lui sont chers, comme la place des écrans ou encore le bien-être à l'école. Excellente soirée à tous.